Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie en compagnie de Philippe Murer. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Philippe Murer, économiste, vous avez une formation d'ingénieur en mathématiques appliquées et en finance. Vous avez été professeur à l'EM à Lyon, l'école de commerce, Lyon 2 et à la Sorbonne. Vous publiez cet ouvrage que je ne peux pas montrer à l'écran car il y a du vert comme derrière moi. Comment réaliser la transition écologique ? Chez Jean-Cyril Godefroy, en partenariat avec le Cercle Aristote de Pierre-Yves Rougeron, bien connu de nos téléspectateurs. Il va donc être question d'écologie. L'écologie a-t-elle encore un avenir? Peut-on être écologiste sans être chez les Verts? À propos de Verts, Philippe Murer, Barbara Pompili vient d'être propulsée ministre chargée de la transition écologique. Est-ce que vous rêvez d'être à sa place? Non, certainement pas à sa place dans un gouvernement. Je rêverais de pouvoir travailler sur ma passion comme ministre un jour, évidemment, mais certainement pas à sa place dans un gouvernement Macron. Et puis, de toute manière, qu'un gouvernement sans conviction qui va faire de l'écologie de communication et pas de l'écologie d'action, on le sait. Moi, c'est pas ma tasse de thé, c'est plutôt la sincérité et l'authenticité. Et puis, c'est un petit peu écologie et carriérisme, parce que Barbara Pompili, qui est une jeune femme très sympathique, a fait 15 ans chez Europe Écologie Les Verts. Elle a ensuite abandonné pour passer au gouvernement Hollande, où elle n'a pas marqué, elle n'a pas brillé. Et ensuite, elle est passée députée En Marche et maintenant au gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc, voilà. Donc, aucune envie, effectivement, d'être à sa place. Et je pense, malheureusement, pas grand-chose à en attendre de très positif pour l'écologie en France et pour l'ensemble de la France. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet de votre ouvrage, qu'est-ce qui empêche Emmanuel Macron de faire de l'écologie ? Alors là, c'est une vaste question, et c'est l'ensemble de l'ouvrage qui le montre, c'est-à-dire que Macron veut faire de l'écologie mondiale. Alors comment agir mondialement, tous en même temps sur l'écologie? Y a-t-il un gouvernement mondial? Non. Et c'est sans doute tant mieux pour tous les humains qui habitent cette planète. Y a-t-il une possibilité de dire à tous les grands pays du monde, comme la Chine, qui est une dictature quand même assez dure, et qui a C'est une dictature? Ah bah, une dictature communiste, hein, oui, mais dictature quand même. Je ferai dictature, tyrannie plutôt. C'est le terme plus exact. Communiste, dur, avec une surveillance de chacun par l'intelligence artificielle, par les caméras, etc. Disons-le, avec ce qui se passe à Hong Kong aujourd'hui. Mais ce grand pays-là, va-t-il faire en même temps que nous sa transition écologique, alors que justement il ouvre des centrales à charbon et qu'il émet 2 fois plus de CO2 que la France? Il faut quand même le dire. Par habitant, hein. Vous pensez qu'ils ne vont pas se plier au plan de la COP21 de François Hollande? Je pense qu'ils ne vont pas se plier. Je pense que l'Inde, qui a 1,5 milliard d'habitants, ne va pas se plier. Je pense que les États-Unis ne vont pas se plier, bien ils travaillent sur l'écologie, malgré tout. Et je pense que c'est un orgueil insensé de penser que nous, Français, nous allons expliquer à la planète entière ce qu'il faut faire sur l'écologie. L'écologie mondiale, c'est de la flûte. Ça aboutit sur Greta Thunberg et les crises d'hystérie. Mince, on demande l'écologie mondiale. On demande l'écologie mondiale et ça ne vient pas. Qu'est-ce que vous faites? Délivrez-la. Ce qui est le message de Greta Thunberg. En fait, l'écologie sera nationale. On agira nationalement par pays où elle ne sera pas. Oui, Greta Thunberg disait « How dare you ». Alors, le postulat de votre ouvrage, je rappelle l'intitulé « Comment réaliser la transition écologique ». Défi passionnant. Un défi passionnant. Ce qui veut dire qu'en fait, je dis que c'est un défi et je dis effectivement que c'est passionnant et que ce n'est pas un chemin de ronce, de sacrifice et un champ de ruines que nous allons avoir. En tout cas, votre livre est bourré de mesures très intéressantes et très concrètes, et c'est justement l'objet de ce livre, c'est de dire qu'il y a des solutions très claires et qu'en fait, il suffit d'y aller. Ouais, tout à fait. Alors, le postulat de départ, vous nous dites « La planète se réchauffe et ce phénomène est d'origine humaine ». Or, j'ai déjà reçu sur notre plateau de TV Liberté cet invité, François Gervais, physicien, ancien directeur d'un laboratoire du CNRS. Je cite son ouvrage « L'urgence climatique est un leurre ». Il explique « Sur 10 000 molécules d'air sec, on est passé en un siècle de 3 à 4 molécules de gaz carbonique ». Donc, il explique que c'est très peu. Il affirme par ailleurs qu'il n'y a pas la moindre évolution des températures depuis 1993. Alors, qui croire? Alors, qui croire? Effectivement, François Gervais dit ça. C'est un spécialiste du climat.
j'imagine, au CNRS. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste du climat. Il y a 90%, voire 95% des scientifiques qui pensent le contraire que lui, qui disent le contraire. Sur le relevé des températures, il y a des hausses de température, à moins qu'on pense que les relevés sont faux à dessein, ce que je ne vais pas supposer, certainement pas. On a effectivement un réchauffement climatique de 1 degré depuis à peu près le début de la révolution industrielle, et en fait qui s'est principalement fait entre 1900 et aujourd'hui. 1 degré, ça paraît pas grand-chose. Simplement, la petite ère glaciaire, c'est 0,5 degrés de moins que la moyenne des siècles d'avant. Au XVIe siècle. Au XVIe siècle, que les siècles d'avant. Et c'était une baisse de 0,1 degré des températures tous les 100 ans. Là, on a un phénomène 10 fois plus important. Mais on a un phénomène, surtout quand on regarde l'histoire longue des températures et du climat qui est reconstituée par les scientifiques, on voit qu'en fait, on a une rapidité de hausse des températures qui est à 50 à 100 fois supérieure généralement aux hausses de température qu'on a, et 10 fois plus importante que les mouvements les plus forts. Donc il y a un vrai mouvement. Après, moi, je laisse chacun, et je n'insulte personne sur ce sujet. Je pense que le réchauffement climatique a lieu pour cela, qu'il y a un effet de serre qui est positif pour réchauffer en partie la planète, mais qui, s'il va trop loin, va créer des perturbations importantes. Mais moi, j'ai pas envie de cliver. Il y a 3 raisons, de toute manière, pour se passer d'énergie fossile. Parce que c'est de cela dont il s'agit, arrêter d'émettre le CO2 qui est enfoui sous terre, le carbone est enfoui sous terre sous forme de pétrole, gaz ou charbon. Il y a 3 raisons. La première, c'est ce problème de réchauffement climatique. La deuxième, c'est que le pétrole, c'est 40% de l'énergie mondiale. Qu'à un moment donné, il y aura un pic pétrolier. Certains disent, même des Total... On y viendra d'ailleurs sur le pic. Ouais. Je ne déflore pas, mais juste pour dire. Et donc, on a un mur énergétique devant nous qui pourrait causer des problèmes graves. Et dernière chose, moi ce que je propose dans mon livre, c'est aussi la raison économique. Produire l'énergie sur notre sol nous rend indépendants, mais crée aussi énormément d'emplois, 1 million d'emplois directs et 2 millions indirects. Et donc c'est un formidable projet pour la France. Donc il y a beaucoup de raisons pour se passer des énergies fossiles. Ce terme de transition écologique, Philippe Murer, on entend toujours dans la bouche des écologistes verts, du parti vert. Qu'est-ce qui vous différencie d'eux ? D'abord, est-ce que vous n'êtes pas un lobbyiste ? On peut toujours se dire, non, je n'ai aucun... en général, les Verts, voilà, ils veulent qu'on aille vers ce business parce qu'ils représentent telle entreprise. Alors, je ne suis pas un lobbyiste, je suis payé par personne, je n'irai pas travailler pour quiconque, parce qu'effectivement, qui travaille dans ce domaine, ou alors je l'annoncerai, je n'ai aucun lien d'intérêt, aucun conflit d'intérêt, et je ne compte pas en avoir sur ce sujet. Après, même maintenant, de toute manière, le gouvernement a repris le terme de ministère de la transition écologique, donc c'est le terme pour passer d'une société à une société plus écologique, donc c'est le terme qu'il est. Alors après, effectivement, par rapport... Ce qui vous différencie alors des Verts ? Les Verts, ils n'ont pas le monopole de l'écologie. Je crois que tous les Français veulent une société plus écologique, parce que tous les Français veulent préserver leur milieu de vie, leur environnement, leur écosystème, et ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants. Vous en êtes sûr, à Paris, avec Anne Hidalgo, on a vu quand même que la ville s'est quand même quelque peu détériorée ces derniers temps. C'est vrai, sous prétexte... Il y a des rats, place de la République, enfin ça grouille dans tous les parcs de Paris, quoi. Alors, sous prétexte d'écologie, effectivement, il n'y a pas beaucoup de réussite, mais revenons à ce qui différencie, parce qu'Anne Hidalgo, on peut en parler pendant 30 minutes. Donc, revenons à votre question, ce qui nous différencie. Alors, d'abord, définir Europe Écologie Les Verts, ce qu'il en est. Ce qu'on voit sur le vote des élections municipales et aux élections habituellement, c'est qu'Europe Écologie Les Verts, c'est une écologie de taxation, d'interdiction, punitive, on le dit, et qui plaît à la bourgeoisie et aux beaux quartiers. Et c'est là où les gens votent pour eux. C'est absolument pas une écologie populaire. Europe Écologie Les Verts aussi, son nom, Europe. Le premier, d'ailleurs, c'est Cohn-Bendit qui l'a créé. Donc, c'est l'Union européenne avant tout. C'est l'écologie, mais dans l'Union européenne et pour l'Union européenne. Vous allez dire du mal de Daniel Cohn-Bendit, je le sens là. Nullement non plus. Mais en fait, les gens en penseront ce qu'ils veulent. Et l'écologie Les Verts, c'est une écologie mondialiste, celle dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Et c'est une écologie, il l'assume parfaitement, une écologie dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, écoutez Europe Écologie Les Verts, M. Jadot parler, Mme Sandra Rigol ou d'autres écologistes. Et poser alors la question, alors comment on va faire pour l'agriculture, pour transformer notre agriculture et respecter l'environnement ? Comment on va faire pour l'énergie, pour respecter l'environnement ? Ils n'ont pas de réponse. La réponse, c'est que vous dites, c'est l'Union européenne qui va le faire. L'agriculture, l'énergie, c'est l'Union européenne qui va le faire. La qualité de l'eau, c'est l'Union européenne qui va le faire. Ou alors, deuxième option, c'est le marché. C'est le marché magique qui va le faire. Parce que quand on est dans l'Union européenne, on est évidemment dans un marché. Et l'Union européenne est principalement un marché économique. Et le primat de l'économie, effectivement,
Et c'est pas simple de tout faire au niveau du marché parce que cela coûte très cher. Alors moi justement j'ai une vision exactement à l'opposé, puisque tout nous oppose avec Europe Écologie Les Verts, puisque moi j'essaye d'incarner une écologie populaire, une écologie gaulliste et fondamentalement patriote. Pourquoi populaire ? Parce que le but, il n'est pas de taxer et de rendre plus cher, et de l'interdire aux classes populaires, il est de construire des produits écologiques, de proposer des substitutions écologiques, une voiture par exemple propre, mais au même prix que la voiture classique, afin que tout le monde puisse se le payer et que l'écologie ne soit pas un prétexte pour faire mal aux pauvres en permettant aux riches de ne pas bouger. Enfin, il est question de faire mal à personne et effectivement de transformer la société en une société plus écologique sans abîmer l'économie. Autre chose, gaulliste, parce que ça s'impose. On a un énorme chantier, un énorme projet collectif à faire qui demande beaucoup de moyens. Il faut donc avoir une préférence nationale. Si nous dépensons de l'argent du contribuable français pour l'écologie, pour des projets d'investissement, c'est pas pour les acheter à la Chine, à l'Allemagne, aux États-Unis ou ailleurs. Il faut que ça revienne, cet argent des impôts qui est utilisé revienne à la France sous forme d'emploi, sous forme d'activité pour les entreprises. Donc il faut ça c'est la vision gaulliste, préférence nationale pour la commande publique, interdit dans l'Union européenne, protectionnisme intelligent. De la même manière pour que ce soit les entreprises françaises qui en profitent si l'argent et les investissements sont français. Et puis aussi la finance qui est au service, non de la spéculation comme c'est aujourd'hui, on balance des milliers de milliards d'euros d'argent public aux banques, mais cet argent-là pour la transition écologique dans une vision gaulliste qui permet de marier écologie et économie, donc de créer à la fois une société écologique, des emplois et des activités pour nos entreprises. Vous taillez aussi un costard à tout le personnel de droite qui se revendique de l'écologie. J'ai entendu récemment notre ministre de l'économie resté à son poste, Bruno Le Maire, a affirmé qu'il axerait la relance sur cette transition écologique. C'est vrai que j'avais oublié que Bruno Le Maire était chez LR il y a 2 ans. Mais vous avez raison. Effectivement, ça paraît très loin. Moi, personnellement, je me sens gaulliste profondément. Et si vous voulez, je suis ni de droite ni de gauche. Hein. Je suis pour la France et pour la défense du peuple français. Je ne me considère pas dans un clivage droite-gauche. La troisième voie. La troisième voie, la voie de Gaulle, qui était en fait... De Gaulle n'est pas à droite, pas à gauche, il est pour la France, quoi. Donc je ne taille pas un costard, vous êtes injuste à la droite. Ce que je dis, c'est qu'il est très dommage que la droite classique, c'est-à-dire les Républicains, en fait, se contentent sur l'écologie, comme sur les sujets d'ailleurs des flux d'immigration, comme sur les sujets du problème de l'Union européenne ou de l'antiracisme, de copier les stratégies de l'écologie de gauche et d'Europe Écologie Les Verts, en engommant les excès et avec 10 ans de retard. Parce que finalement, les maires de droite font exactement la même chose et les idées écologiques de droite, elles n'en ont pas. Ce sont une pâle copie d'Europe Écologie Les Verts. On ne voit nullement la nation là-dedans, alors que la droite est généralement pour la défense de la nation. On ne voit pas trop d'écologie, à part de l'écologie punitive, un peu moins punitive que celle des Verts. Et ça, c'est un vrai souci, parce que, premièrement, ils ont tout ce qu'il faut pour proposer un programme écologique complètement différent, qui soit en accord avec leurs idées, certainement pas de la taxation et de l'interdiction, et plus de liberté individuelle, et aussi de dénoncer les mensonges d'Europe Écologie Les Verts, parce qu'il y a quand même un problème majeur. Je veux dire, revenons sur Paris. On est en train de vouloir interdire de plus en plus les voitures sur Paris, enlever la moitié des places de stationnement, empêcher de circuler partout, mettre à 30 à l'heure, des passages... Ah ben ça, les Parisiens l'ont voulu. Des passages... Oui, enfin, ceux qui ont voté. Des passages piétons sur le périphérique. Le maire de Bordeaux, d'Europe Écologie Les Verts, dit carrément que son projet d'interdire les voitures, à quel moment vous ont-ils proposé de passer à des voitures propres, en limitant la place de la voiture et des voitures propres? Ça, jamais de la vie, ils ne l'ont proposé. Or, tout cela s'appuie sur un énorme mensonge. Et j'incite tous les gens qui nous regardent à le vérifier s'ils ne me croient pas. 8% des particules fines qu'il y a en région parisienne, ou pareil à Bordeaux, à Paris, dans les grandes métropoles, à Lyon, à Marseille, viennent des voitures. Tout le reste vient des centrales à charbon allemandes, par exemple, qui polluent énormément, ou polonaises même, des centrales au fioul qui pouvaient y avoir autour de Paris, maintenant il n'y en a plus, de l'activité industrielle, de l'activité agricole, de l'activité dans le BTP, de tout un tas d'activités. Donc vous pouvez enlever 100% des voitures à Paris, il vous restera 92% de la pollution. Ça serait un discours de travail pour dire la vérité aux gens et arrêter l'enfumage d'Europe Écologie Les Verts.
Philippe Murer, on fait une pause. Allez, avec plaisir. Pause. Toujours avec Philippe Murer. Philippe Murer, vous évoquiez un petit peu tout à l'heure cette notion de pic pétrolier. Donc c'est le moment où la production de pétrole va décroître. À ce moment-là, les prix vont exploser. Ce pic pétrolier, vous le situez entre 2020 et 2035. D'autres disent qu'il pourra arriver plus tard, mais de toute façon, la planète n'est pas infinie, donc il arrivera. Quelles seront les conséquences économiques à l'échelle planétaire quand ça va se produire ? Oui, vous avez bien posé le problème. On ne sait pas exactement quand ça arrivera, mais il faut être prêt en avance parce que les risques économiques peuvent être considérables. Pourquoi ? Parce que le pétrole représentant 40% de la consommation mondiale d'énergie, le choc sera évidemment énorme puisque le pétrole sert à nous déplacer, mais dans beaucoup de pays du monde à se chauffer et à l'activité industrielle, à tout un tas d'activités. Or, si la production se réduit, qu'est-ce qui va se passer sur les prix ? Il faut que les prix montent suffisamment haut pour que certaines personnes arrêtent de se déplacer ou se déplacent moins ou se chauffent moins. Ce qui veut dire qu'il faut que les prix triplent au moins pour qu'on arrive à un phénomène pareil. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie une profonde récession économique mondiale si on ne s'est pas préparé avant. Et donc, il faut se préparer tôt, puisque ça vient dans 15 ou 20 ans, et des problèmes majeurs, puisque un Français moyen, si je ne me trompe pas, dépense à peu près 1 à 2 mois de salaire pour se chauffer, se déplacer, etc. Donc ça pourrait poser un problème majeur sur le prix du pétrole, mais surtout le prix des autres énergies fossiles, gaz et charbon, qui vont être des énergies de substitution. Et par sympathie, il y aura une hausse un peu moins forte, mais très élevée donc, de tous les autres moyens. Donc voilà pourquoi c'est un risque majeur qu'on a à terme, qu'on ne sait pas le dater. Est-ce que c'est pour dans 5 ans ou pour dans 15 ans pour dans 20 ans ou pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faut s'y prémunir. Le rôle d'un gouvernement, c'est de prémunir ses citoyens de cela. Et donc, se passer des énergies fossiles avant, d'avoir une vraie stratégie pour le faire, c'est fondamental pour éviter un choc économique très grave pour les citoyens et pour le pays. Pour avoir une électricité totalement verte, vous faites un chiffrage, Philippe Murer, 1000 milliards d'euros pour en sortir. Où est-ce qu'on trouve tout ça alors que certains prédisent qu'on va arriver à 3000 milliards d'euros de dette publique à la fin de l'année, début 2021 ? Alors, il y a 2 questions. En fait, pour une énergie, effectivement, sans CO2, puisque c'est vraiment le rôle, ce que j'assigne dans le livre, c'est de tester la radicalité. Est-ce que dans 20 ans, 30 ans, on est capable de faire un programme pour dans 20-30 ans ne plus consommer d'énergie fossile ? Alors, sur l'électricité, aujourd'hui, celle qu'on utilise pour notre consommation, elle est c'est la moitié de l'énergie qu'on consomme en France. Cette énergie-là, elle est décarbonée à 90-92%. Il y a un petit reste de gaz, à peine de fioul et quasiment rien en charbon. Donc, en fait, c'est pas le sujet sur lequel il faut travailler. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, Europe Écologie Les Verts, le gouvernement nous dit, oui, il faut qu'on ait une électricité moins carbonée. Elle est à 92%. Donc, on est presque dans le parfait. On peut améliorer, mettre du biogaz à la place du gaz et faire quelques petites choses comme cela, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se passer des énergies fossiles pour les transports, là où on les utilise, pour le chauffage et pour l'industrie qui est une part plus faible. Et là, tout ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution, après c'est long à démontrer et à montrer, que l'économie hydrogène, c'est-à-dire on va construire beaucoup de capacités de production électrique sans CO2, qu'ils soient nucléaires, solaires, éoliennes, c'est les 3 énergies massives. Après, aux Français d'en décider par référendum du bouquet énergétique. Cette énergie sans CO2, électricité sans CO2, est transformée en hydrogène par des électrolyseurs. On a à ce moment-là de l'hydrogène pas cher et on peut le mettre dans des voitures à hydrogène. Il y a déjà 4 voitures de série, Peugeot, BMW et Mercedes y croient et s'y mettent à fond. Ça reste encore très cher l'hydrogène aujourd'hui. 6 000 euros, je crois, la voiture. Alors, le carburant hydrogène peut être produit sans CO2 de façon pas chère. Ça reviendrait, c'est moins cher que l'essence taxée. Par contre, les voitures à hydrogène sont chères. Alors, je continue et je vous reviens dessus. Il y a les voitures à hydrogène, il y a les trains à hydrogène Alstom qui peuvent remplacer toutes les locomotives diesel, soit la moitié du parc français. Il y en a eu 27 commandés en Allemagne, et il y en a déjà qui fonctionnent, et il y en a qui sont commandés à la SNCF. Il y a le bus à hydrogène, et il y aura même
Les patrons de Dassault Aviation disent qu'ils pensent à l'avion à hydrogène pour dans 15 ans, c'est une solution. Le patron du GIFAS aussi, du groupement aéronautique français, dit que c'est pas l'avion électrique, c'est l'avion à hydrogène et que c'est une possibilité forte. Tout cela est en train de se mettre en place. On peut mettre en place une économie hydrogène avec, donc sur tout le transport et donc pour l'industrie. Le sujet, effectivement, vous avez raison, c'est le prix. En fait, on est dans un échec de marché. C'est-à-dire que, comme pour les voitures électriques qui ont mis 25 ans pour baisser, elles sont encore chères, on laisse le marché faire, en donnant des subventions, mais on laisse le marché faire. Donc, on se retrouve dans un échec où on dit, les voitures hydrogène sont chères, donc on les produit en petite série, et comme elles sont produites en petite série, elles sont chères. Et on est dans un cercle vicieux, où on n'arrive pas à les développer suffisamment vite. Or, justement, ce que je propose, et là il faut des mesures concrètes, c'est de dire, par exemple, dans une ville comme Paris, la ville de l'écologie d'Anne Hidalgo, elle en sera ravie avec cette idée, ou une ville comme Bordeaux, ou un écologiste, ou une ville comme Lyon, où il y a des écologistes au pouvoir, fixons une date butoir par l'État, de dire dans 5 ans, 7 ans, travaillons avec les constructeurs pour cela. On aura le droit, dans ces villes, de n'acheter que des voitures à hydrogène. Les gens seront ravis, puisqu'ils sont plutôt écologistes. Ils n'ont plus de pollution aux particules fines d'une voiture, qui est limitée, mais quand même qui existe. Et ça permettra, à ce moment-là, d'avoir immédiatement une production en grande série de voitures à hydrogène, avec un effet de baisse des prix très rapide. Et cela permet, évidemment, de créer une filière hydrogène en France que l'on pourra développer aussi sur les bus à hydrogène et sur toute l'économie hydrogène. C'est donc bon pour l'économie et bon pour l'écologie. Vous voyez, ce n'était pas un slogan, il y a une réalité derrière cela. Vous parlez aussi de l'économie circulaire, Philippe Meurer, les déchets triés. On entend souvent cette expression, le tri sélectif, qui ne veut rien dire, c'est un pléonasme. Si c'est sélectif, c'est forcément du tri. Enfin bon, bref, c'était juste pour le dire. Une petite remarque de français. Voilà, exactement, pour pas être d'accord. Recycler, voilà, ces produits pour redevenir de la matière première, mais est-ce que c'est pas déjà ce qu'on fait ? Alors, c'est ce qu'on fait, mais à la marge. Là, en fait, pour expliquer juste aux téléspectateurs, il y a 2 types d'actions écologiques. Il y a des actions relativement simples à mener, on sait comment faire, agriculture, énergie dont on a parlé, et il y a des actions complexes que j'appelle l'écologie profonde, c'est-à-dire l'artificialisation des terres, l'écologie, l'économie circulaire, la sauvegarde de la biodiversité, etc. Là, on est dans l'écologie profonde, donc on ne sait pas tout faire. On a quelques pistes, mais on ne sait pas tout faire, c'est pas la peine de paniquer, on a un peu de temps pour le faire. Effectivement, le but de l'économie circulaire, c'est que ça tourne en rond. C'est-à-dire qu'en fait, on produit les déchets. Ensuite, quand les produits sont jetés à terme, les déchets sont récupérés à 100% pour devenir des ressources. Donc on voit que c'est pas simple. Pour l'instant, on fait du tri des poubelles et l'État essaye de recycler ce qu'il peut. Le plastique, on ne recycle pas à 100%. Oh, très loin. D'ailleurs, on recycle pas à 100%. Aux industries, c'est à l'État et aux industriels de s'entendre pour arrêter de faire du plastique qui ne se recycle pas à 100%. Exactement. Et puis c'est à l'État aussi de mettre en place des récupérations réelles de fer, de tous les métaux qui manqueront à terme si on ne le fait pas, et donc de tous les métaux. Alors le fer, si je ne me trompe pas, est recyclé à 80%, l'aluminium à 50%. Donc il y a déjà du recyclage, mais il faut aller beaucoup plus loin, et rien n'est fait pour aller beaucoup plus loin pour l'instant. Et puis il y a des stratégies intelligentes, celle de zéro déchet de San Francisco est intelligente, et en plus moins embêtante pour les gens que les stratégies multiples que nous établissons en France, où personne n'y comprend plus rien sur le tri sélectif, c'est de dire qu'il y a 3 poubelles. Une poubelle de déchets alimentaires. Cette poubelle sera utilisée pour créer du compost et revendue aux fermiers américains. C'est déjà le cas. Une poubelle où vous mettez tout ce qui est recyclable. Le verre, le papier, le bois, le plastique, tout ce qui est potentiellement recyclable ou incinérable pour récupérer de l'énergie. Cela, c'est une autre poubelle qui part et qui est triée automatiquement, en fait, dans une usine. Et puis, une dernière poubelle, qui est la poubelle qu'il faut réduire à une petite poubelle, qui est la poubelle de ce qu'ils appellent le trash, donc de ce qu'on ne sait pas recycler. Voilà, pour l'instant, et qui devra être recyclé plus tard. Voilà. Et ça, c'est une stratégie intelligente, parce que les gens savent ce qu'ils mettent, à quel endroit ils le mettent. Ils n'ont pas besoin d'aller mettre le verre à un endroit, le plastique à un autre endroit, le papier à un autre endroit, et ils ne savent plus, en fait, comment ça fonctionne. Et qui est clair, ça, c'est une piste. L'autre piste, c'est les industriels, effectivement. On récupère déjà beaucoup de chutes, mais d'aller faire un ramassage systématique en entreprise, où il y a des énormes quantités, effectivement, de choses recyclables qui sont là, puisque beaucoup de matière est utilisée, une partie rejetée. Et puis après, il y a des choses très complexes. Les déchets du BTP, on ne sait pas trop quoi en faire. Il faut
tout changer pour que les déchets du BTP, ça forme des granulats dont on a besoin pour les travaux publics, etc. Donc il y a tout un tas de choses, mais on a des pistes claires sur certains sujets. Allons-y, arrêtons de faire des mesures gadgets marketing, comme la consigne des bouteilles de verre, ou ramener le plastique au supermarché alors qu'on le met déjà dans la poubelle de tri, vous voyez. Vous êtes aussi allé sur un terrain très décrié, celui des éoliennes. Ceux qui se les tapent à quelques centaines de mètres de leur fenêtre hurlent ou alors ont des problèmes aux oreilles parce qu'ils entendent les infrasons. Ça produit pas beaucoup d'argent et en plus elles sont réputées chères. Vous voyez quels avantages à ces éoliennes? Alors, toute source d'énergie a ses problèmes. C'est réel. En fait, a ses inconvénients et ses avantages. Pour ça qu'il faut en avoir plusieurs? Oui, et en fait, c'est un vrai choix. C'est-à-dire que vous avez le pétrole, qui a son problème de rareté à un moment donné, son problème de pollution. Vous avez le charbon, n'en parlons pas. Vous avez le gaz, qui a des problèmes similaires. Vous avez le solaire. Le solaire, vos panneaux solaires, vous devez les mettre par terre. Ça utilise de la surface utile, même si il y a tellement de soleil qui tombe que c'est 5000 fois la consommation mondiale d'énergie sur l'ensemble de la planète. Vous avez le nucléaire, qui a beaucoup d'avantages, mais qui a quand même le risque ultime qui fait frissonner les gens de se dire est-ce qu'on va avoir un Fukushima un jour en France? Évidemment, les centrales nucléaires françaises sont beaucoup plus solides. Il y a des niveaux de sauvegarde multiples qui fait que le risque est beaucoup plus faible. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de problème en France, contrairement à la Russie, au Japon et aux États-Unis. Donc toutes ont des problèmes. Et les éoliennes, effectivement, vous avez raison, il y a un problème de paysage même qu'on peut rajouter avec des éoliennes. Est-ce qu'on est obligé de les monter sur des mâts de 50 mètres aussi? Alors, c'est la question, vous avez raison. Pourquoi? Là, en fait, elles grandissent sans arrêt. On veut des éoliennes de plus en plus puissantes et donc on est passé de 1 MW, 2 MW de production, 3 MW. Pourquoi pas 5 MW? Je crois que maintenant les mâts montent à 250 mètres. Et là, on les voit de très loin. Donc déjà, il y a ce problème-là. Et donc, on pourrait aussi, c'est à l'État de légiférer et de dire quelle est la hauteur maximum des mâts qu'on accepte. Deuxième chose, il y a le problème de l'intermittence de l'énergie éolienne, qui est réelle. C'est-à-dire que l'énergie éolienne produit quand il y a du vent. S'il n'y a pas de vent, qu'est-ce que vous allez faire? Effectivement, vous allez utiliser une centrale à gaz ou autre chose, parce qu'elle produit qu'à des moments donnés. Donc cette énergie est peu utilisable. C'est pour ça que j'explique qu'elle a une utilité unique pour moi, l'énergie éolienne, c'est de faire de l'hydrogène, tout comme le solaire d'ailleurs. L'électrolyse, oui. Par électrolyse de l'eau. Et pour la stocker, cette énergie, parce qu'elle arrive à un moment où on n'en a pas besoin forcément pour la consommation. L'éolienne ou l'éolienne ou le soleil, toutes ces énergies, on le voit en Allemagne, ça déconne parce qu'on est obligé de, nous, les Français, avec nos énergies atomiques, de leur envoyer de l'électricité parce qu'ils n'en ont pas assez. Ils sont obligés de polluer avec leurs trucs à charbon, leurs usines à charbon. Bien entendu, c'est bien le problème, c'est que les Allemands l'ont fait pour produire de l'électricité pour la consommation. Or, elles arrivent à un moment où on n'en a pas forcément besoin. Et l'autre moitié du temps, quand elles ne produisent pas, qu'il n'y a pas de soleil ou de vent, en fait, ils mettent des centrales à charbon au gaz et c'est une obligation. Parce que sinon, vous n'avez pas d'électricité quand les éoliennes et les panneaux solaires ne fonctionnent pas. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, quand vous mettez des éoliennes et des panneaux solaires pour la consommation d'électricité des gens, ce qu'ont fait les Allemands, c'est une stratégie parfaitement idiote, vous produisez 10 fois plus de CO2 pour votre électricité que la France. Vous avez un bilan très mauvais et surtout, vous émettez beaucoup plus de CO2, ce qui est quelque chose d'absolument idiot. Et j'ai débattu sur une chaîne de télé avec quelqu'un de ELV qui était incapable de me répondre là-dessus. Donc vraiment, c'est parfaitement idiot. C'est la proposition d'Europe Écologie Verte, ça n'a pas de sens. Éolienne et solaire, ça sert à faire de l'hydrogène, principalement. On peut mettre marginalement pour l'électricité, mais à faire de l'hydrogène. Je reviens sur le dernier point dont vous me parliez. Les éoliennes sont chères. Là, on est dans le faux. C'est-à-dire que c'était vrai il y a 10 ou 20 ans, c'était des énergies chères. Aujourd'hui, ces énergies sont à 6 centimes le kilowattheure, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont vendues à l'État ou à EDF, si vous voulez, plutôt au même prix que le solaire ancien. Le solaire est aussi autour de 6 centimes le kilowattheure. Donc l'ensemble de ces énergies ne sont pas chères. C'est vrai qu'avant, c'était cher, et ça nous laisse d'ailleurs un boulet qu'on paye régulièrement par des contributions et des taxes. Maintenant, elles ne sont pas chères, donc là, tous les gens qui pensent ça, allez voir sur Internet, Google, appel d'offres éolien, et vous allez voir les prix où sont vendues cette énergie éolienne. C'est 6 centimes le kilowattheure, soit le prix du nucléaire ancien. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Il ne faut pas, par contre, qu'on puisse ne pas être content sur le problème des paysages. Voilà, ça c'est une réalité. Toute énergie a des désavantages. A des désavantages. On l'a compris. Qu'est-ce qui vous répond Je me permets, je finis juste. Ouais. Que les gens se posent la question, lesquels ils veulent.
Que veulent les gens comme énergie? Est-ce qu'ils veulent plus de nucléaire, plus d'éolien, plus de solaire ou plus de pétrole et de charbon? En fait, c'est à eux de décider et à s'interroger en eux-mêmes quel bouquet énergétique. Et je pense que cette question doit être tranchée par un référendum. Moi, je ne vais pas prendre position. Je pense qu'il faut un bouquet relativement équilibré, avec une façon intelligente de le faire pour ne pas brusquer et pour ne pas embêter les gens. Mais il faut un bouquet relativement varié. Et je pense que là-dessus, c'est un référendum qui doit trancher. Il vous dit quoi le vert, genre Yannick Jadot, quand on ferme des centrales nucléaires parce qu'il faut une énergie en fait, ils ont perdu. Et qu'on met 2000 personnes sur la paille? Oui, ça veut dire qu'en fait, on met 2000 personnes sur la paille pour aller acheter en fait, de l'énergie à l'extérieur, hein, parce que les térawattheures, les quantités de térawattheures que fait Fessenheim, qui, en fait, on est obligé maintenant de les acheter à l'étranger et ça va être, par exemple, à base de charbon allemand ou n'importe quoi, hein, ce qu'on trouvera au moment où on le trouvera. Je veux dire, ils ne disent rien, en fait. Ils ont perdu la bataille idéologique, je veux dire, là-dessus. Ils sont en train de la perdre sur les réseaux sociaux. De plus en plus de gens le démontrent. Et d'ailleurs... Ah mais comment ça se fait qui gagne Lyon, qui gagne... parce qu'il y a plusieurs France. Il y a la France qui regarde les réseaux sociaux et qui s'informe plus à la télévision. C'est une France plutôt populaire et classe moyenne, ou classe bourgeoise, mais qui n'est pas dans le système. Et celle-là regarde les réseaux sociaux. Et sur ces réseaux sociaux, Yannick Jadot n'a aucun retweet, n'a rien, n'a pas très peu de suivi. Même quand il fait une émission sur RTL. Et puis il y a la France des médias et de la bourgeoisie, qui est plus écoutée pour la bourgeoisie. Et là-dessus, en fait, Europe Écologie Les Verts a micro ouvert soir et matin par les journalistes. Et en fait, quand on parle d'écologie, on interviewe Europe Écologie Les Verts et on ne demande pas l'avis aux autres partis politiques et leur position. Voilà qui explique ce paradoxe. On va faire une dernière pause, Philippe Murer. On revient dans un instant. Philippe Murer, d'artisanal, l'agriculture française est passée à une logique industrielle. Ça, c'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'avènement de l'agro-business, l'avènement de l'Union européenne. Je grossis le trait, mais c'est juste. Et c'est on n'est pas très loin. On voit aujourd'hui... que l'agriculture est quand même dans de sales draps. On voit ces paysans qui se suicident à une cadence infernale, c'est atroce. L'autre jour, j'entendais ce professeur d'économie, Jean-Marc Daniel, qui me disait mais de toute façon, la désindustrialisation de la France, c'est pas très grave, puisque vous voyez, au 19e, on était une grande puissance agricole. Aujourd'hui, les paysans, ils sont 1 ou 2% de la population active, et pourtant, les Français, ils continuent de se nourrir. Donc, je veux dire... Où est le problème alors? Qu'est-ce que vous auriez à répondre à Jean-Marc Daniel? Oula, beaucoup de choses. Hein. Mais déjà, l'agriculture, c'est un des piliers de la France. Est-ce qu'on fabrique de bons fruits, de bons légumes? Est-ce qu'il n'y a rien à revoir? Alors, il y a beaucoup de choses à revoir, mais l'agriculture, c'est quand même un des piliers de la France. Et la France a une originalité extraordinaire dans le monde. On a une des plus belles cuisines du monde. Et peut-être la plus belle, mais aussi on a les plus beaux produits agricoles du terroir du monde, avec des gens qui ne travaillent pas contre la nature, mais avec la nature, qui ont pris des races qui sont sélectionnées pour s'adapter au terroir. Enfin, oui, mais on les a obligés à traiter aux pesticides. Alors, il y a une partie de cela, il y a une partie d'agriculture de luxe qui est comme ça, puis il y a une partie d'agriculture industrielle qui est effectivement très importante, et on les a obligés. Alors, ça s'est fait en deux parties, vous avez tout à fait raison de le dire. Premièrement, c'était un plan de la France qui ne voyait pas de problème et qui disait « Allez, les gens ont faim, il faut produire plus. » Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et même au début des années 50, on va produire plus. Là, l'agriculture s'est développée, devenue plus productiviste. Et puis, on a continué le système, où on a produit plus sur moins de terres, etc. On a mis le doigt dans l'engrenage et puis... Exactement. On a mis le doigt dans l'engrenage. Et là, on est arrivé... Après, on est rentré dans l'Union européenne qui a pris en main la politique agricole commune. Hein. C'est pas la France qui décide ce qu'elle fait de son agriculture. Elle décide de cela à la marge. Et l'Union européenne, en plus, a créé des accords de libre-échange partout sur toute la planète. Hein. Elle en signe même pendant le coronavirus. Ouais, avec le Vietnam et le Mexique. Ouais. Avec le Mexique, notamment Vietnam. Mexique, c'est une concurrence pour les éleveurs français dévastatrice. Macron nous a dit l'année dernière, d'ailleurs, quand il y avait les feux en Amazonie, ne vous en faites pas. Parce qu'on sait tous que l'Amazonie est partiellement déforestée pour faire du soja,
pour faire des usines à viande et à poulet brésiliens qui sont vendus ensuite très peu cher sur l'ensemble de la planète, y compris en Europe. Et Macron était pris le doigt dans le pot de confiture, ou dans l'engrenage, puisqu'il disait il y a du feu en Amazonie partout, c'est horrible. Moi, je me battrais contre ça, mais en même temps, la Commission européenne est en train de me signer un accord avec le Brésil là-dessus, qui déforeste l'Amazonie et qui crée ces feux. Il avait dit il y a un an, je vous promets, cet accord ne se fera pas, etc. Il a promis à la Convention citoyenne, cet accord ne se fera pas avec le Brésil. La Commission européenne nous a expliqué il y a une semaine, les négociations sont terminées. D'accord de libre-échange avec le Brésil. Et donc, les éleveurs français vont être flingués par la concurrence avec le Brésil pour déforester l'Amazonie. On voit qu'on est dans une bêtise et une stupidité atterrante, mais on voit aussi qu'on est dans une course au moins-disant mondial et au moins cher, dans lequel les agriculteurs français auxquels ils sont obligés de se plier, effectivement. Et ça a créé une agriculture de plus en plus productiviste, qui ne fait pas forcément plaisir à tous les agriculteurs, loin de là. Un élevage de plus en plus industriel, bien qu'il le soit moins en France qu'ailleurs, ce qui pose des problèmes aux éleveurs français qui sont concurrencés par des élevages ultra-industriels en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil, etc. Et ils vont mourir de ça pour les prix bas si on continue. Donc on est dans une logique complètement folle, complètement verrouillée par les accords de libre-échange et donc par l'Union européenne. Donc là-dedans, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'avenir pour les agriculteurs. Et je le dis aux gens qui votent pour l'Union européenne, vous votez pour, malheureusement, mettez-vous en termes de responsabilité, vous votez pour la destruction de l'agriculture française, un de ses piliers. Ça sera aux citoyens consommateurs de casser cette logique, mais au fond... Non, c'est aux citoyens politiques. En votant. Ah oui, aux citoyens politiques. Oui, voilà. Parce que mais on voit qu'aux États-Unis, on dit toujours oui, l'Amérique, les États-Unis, c'est l'avenir de l'Europe. On voit qu'aux États-Unis, il y a la moitié de la population qui est en surpoids, le quart qui est obèse. Donc en fait, eux, s'ils n'ont pas réussi à casser cette logique, qu'est-ce qui nous dit que nous, les Français, on va réussir à casser cette logique quand on verra les gosses être gros Nos traditions. Il y a d'ailleurs... Par exemple, on n'est pas des Américains. Il y a de tout. Il y a plusieurs mouvements. Il y a beaucoup de McDo, effectivement, en France, mais il y a d'autres mouvements qui se passent. On sait, par exemple... J'ai fait de la grossophobie, excusez-moi. Je me prosterne. Vous n'avez pas besoin. On a moins 15% de consommation de viande depuis 15 ans. Les gens consomment un peu moins de viande et un peu mieux. Il y a un retour timide, mais un retour à plus de cuisine. Et ça ne vient pas que du confinement et du coronavirus. C'est un mouvement lent qui se fait. Il y a une véritable prise de conscience là-dessus et les Français veulent de cela. Et c'est vrai qu'on est face à cette triple impasse, écosystème ravagé par une agriculture chimique. On a 80% des insectes qui disparaissent. Je cite des études du CNRS qui l'expliquent. Dans certaines zones d'agriculture intensive, en France, mais partout dans les pays comparables en Europe, on a le problème d'un tiers des oiseaux qui ont disparu en 20 ans. Aura-t-on un printemps silencieux si on continue comme ça? On a le problème des abeilles, qui est un problème majeur aussi, qui est lié à des parasites, mais aussi à ça. Philippe Murer, vous avez fait un tas de mesures pour nous dire comment on repasse à 100% d'agriculture bio. Est-ce que vous avez une petite batterie là de... Voilà. Alors, une petite batterie. Disons que le but, c'est de tester cette radicalité. Est-ce que c'est possible d'aller vraiment vers l'agriculture bio et que ce soit pas seulement un truc réservé aux gens? On dit bio, mais en fait, au 19e siècle, ils faisaient tous de l'agriculture bio sans s'en rendre compte. Mais en fait, c'est un terme de bobo, même l'agriculture bio, quoi. Bien sûr. Mais alors, il faudrait trouver le bon terme. Oui, mais effectivement... une agriculture, non toxique, quoi. Non toxique et non chimique, effectivement. Cela est tout à fait possible, mais dans certaines conditions. Alors aujourd'hui, le point, c'est qu'on a quand même une croissance très très forte de l'agriculture bio, par les gens qui peuvent se le permettre aussi, et dans les conditions, ils ont des magasins aussi à proximité qui sont bio, donc il y a différentes conditions, et on a à peu près 7,5% des terres françaises qui sont en bio. On est passé de rien du tout, d'un phénomène individuel, de pionniers, d'agriculteurs pionniers, à un développement important. Ça augmente de 20% par an. Donc en fait, si on arrive à poursuivre ce développement pendant 7 ans, et il y a des conditions pour cela, on arrivera à peu près à un quart d'agriculture bio dans 7 ans. Donc là, on commence à avoir une masse critique. Alors, il faut arrêter de se moquer du monde, c'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on dit que les cantines des jeunes doivent être en bio. Il y a 3% des cantines bio. Donc on voit qu'on a des hommes politiques qui se foutent du monde, mais j'apprends rien à nos téléspectateurs. Et là-dessus, il faut que l'État doit dire, voilà, dans 3 ans maintenant,
toutes les cantines doivent être bio pour les enfants et pourquoi pas pour les entreprises et pour les administrations. C'est des mesures qui coûtent pas si cher que ça et qui ont un retour, et bien sûr des produits bio français, donc bien sûr pas dans l'Union européenne qui impose d'acheter des produits bio et de faire un appel d'offres et de prendre le moins cher. Deuxième chose, une fois qu'on est arrivé à cet élargissement, à ce moment-là, parce que moi je suis un grand démocrate, je pense qu'il faut un référendum pour dire est-ce qu'on passe à 100% d'agriculture bio. On aura fait de l'enseignement agricole, on aura vu les meilleures pratiques partout, on aura vu les avantages et les désavantages, on aura une base suffisante pour aller beaucoup plus loin. Il faut faire un référendum pour cela. Et il y a une solution, moi, je trouve élégante, qui permet de concilier la protection de nos agriculteurs français, le fait que l'argent qu'on va dépenser, ce soit de l'argent qui permette de sauvegarder ce pilier qu'est l'agriculture, de sauver nos agriculteurs, et en même temps d'avoir un prix raisonnable pour le bio, un prix équivalent, c'est de dire, voilà, on va subventionner les agriculteurs français pour que les produits bio partent au même prix que le produit classique. Ça veut dire une subvention de 30% à peu près du prix de revient. Et derrière, on se retrouve avec des produits bio qui seront au même prix pour les Français que le produit classique. Et alors, ça fait à la fois du protectionnisme intelligent, sans faire de protectionnisme et mettre de droits de douane, et en même temps, ça sauve nos agriculteurs. Ça a un coût, c'est 1% du PIB. C'est le protectionnisme, l'avenir du capitalisme, parce qu'on entend souvent les manifestants écologistes à mort le capitalisme. C'est le protectionnisme la solution ? Ah oui, mais pas seulement. C'est vrai que le protectionnisme intelligent comme ça, c'est-à-dire que c'est pas des droits de douane, mais c'est un protectionnisme technique. Hein. On donne l'argent du contribuable aux agriculteurs parce que c'est chez nous qu'on veut faire cette écologie bio et pas... Le but de la France ne peut pas être de faire de l'agriculture bio sur toute la planète. Il faut limiter ses ambitions et il faut sauvegarder notre agriculture. Donc là, on peut utiliser cet outil pour réformer l'agriculture chez nous. Après, chaque pays fera ce qu'il veut là-dessus. Hein. Je veux dire, chaque pays fera ce qu'il veut. Il y a cette notion très intéressante sur laquelle vous aviez travaillé avec Jacques Sapir, qu'on a déjà reçu à plusieurs reprises ici et que d'ailleurs j'aimerais inviter lors des prochaines émissions. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette notion de décroissance ? Alors, moi, je n'ai pas travaillé avec Jacques Sapir. J'ai travaillé sur des sujets économiques avec Jacques Sapir, notamment sur l'euro, mais je n'ai pas travaillé avec lui sur la décroissance. Je me plante complètement. C'est pas grave. Mais moi, je n'ai pas travaillé sur la décroissance et je connais pas tous les travaux de Jacques Sapir, hein, parce qu'il est tellement productif qu'on ne peut pas tous suivre. Mais alors, sachant que personnellement, moi, ce que je propose dans mon livre, c'est de tout recycler. Je ne veux pas de décroissance. Je veux une décroissance de la consommation de matières premières. Dans l'idéal qu'on arrive dans un monde où on est autonome, on recycle tous nos produits, ça devient nos ressources et nos intrants. Ça, c'est la logique décroissance de consommation de matières premières. Ce qui ne veut pas dire du tout décroissance, en fait, en général. Parce que là, on se heurte sinon à une problématique qui est évidente. Si vous voulez de la décroissance du PIB en économie de marché, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez avoir 2% de décroissance du PIB, par exemple. Ça vous fait 500 000 chômeurs. Vous faites ça pendant 10 ans, vous avez 6 millions de chômeurs en plus. Vous faites ça pendant 20 ans, vous avez 2/3 de la population au chômage. Donc c'est une solution qui est absolument stupide et qui est incompatible avec l'économie de marché. Voilà, donc ça pose un problème majeur. Donc les gens qui disent faisons de la décroissance en économie de marché, vous disent sautez de l'immeuble dans le vide et vous verrez bien ce qui se passe. Vous évoquez aussi le problème de la surpopulation mondiale, notamment l'explosion qui va se produire en Afrique. Vous dites que les autres continents sont à peu près stables. C'est l'Afrique le problème et qu'il faudrait aider les pays d'Afrique à gérer ce problème, aider les chefs d'État à gérer ce problème. Mais est-ce que l'ingérence, on n'en a pas trop fait en Afrique ? Moi, je suis personnellement gaulliste et je pense que l'ingérence est une mauvaise chose par définition. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, j'ai juste étudié, ça fait partie ça s'appelle les sujets qui fâchent. Mais la France-Afrique, justement, c'était pas un grand truc de De Gaulle et qui fait qu'aujourd'hui... Bon, la France-Afrique, c'était d'abord le grand truc de De Gaulle, ça a été de la décolonisation. C'est De Gaulle qui a décolonisé. C'est décoloniser l'essentiel des colonies françaises en Afrique, qui étaient d'ailleurs dans l'air du temps. Hein, je veux dire, il y a eu l'Algérie, mais il y a eu tous les autres pays d'Afrique qui ont été décolonisés principalement par De Gaulle. Donc c'était un sujet. Après, il voulait qu'il y ait une coopération entre les pays d'Afrique qui étaient les anciennes colonies, et la France. Mais c'était aussi pour les aider. Hein. Je suis en train de lire les mémoires d'espoir de De Gaulle, et il dit c'est pour les aider et pour pas rompre le lien. Il leur a proposé de rompre le lien ou qu'on reste en coopération. Les choix ont été on reste en coopération. Donc ça, c'est l'histoire là-dessus. Sur la démographie, en fait, j'ai observé ce qui se passait. Il est vrai qu'à 8 milliards d'habitants, je veux dire, la Terre, c'est la population aujourd'hui, la Terre est viable et peut tous nous nourrir. On sait très bien qu'à un certain moment, ça ne sera pas possible.
Est-ce que ça sera 15 milliards, 20 milliards d'euros, 20 milliards de personnes, 30 milliards de personnes? J'en sais rien. Mais il y a une limite, effectivement, à la population que la Terre peut porter sans saccager la nature. On ne peut pas imaginer une Terre viable avec que des espaces artificialisés pour les hommes. Et vous ne croyez pas à une réaction de la nature face à une surpopulation qui va créer un super Covid-19 et qui va... C'est tout à fait... Ah oui, c'est vrai que probablement, plus on dérègle les systèmes naturels, plus on risque de prendre un retour de bâton. Ça, c'est une probabilité, mais j'en ai pas de vision. Et c'est vrai que ce que je dis, ce que je vois, et ce qui est intéressant des chiffres de l'ONU de projection démographique, c'est qu'en fait, tous les continents sont stables en population. L'Europe a un problème, parce qu'à part la France et le Royaume-Uni, les autres pays européens sont en décroissance démographique, ce qui est pas simple. Hein. Eux, ils sont dans le problème inverse. Et en fait, grosso modo, sur l'ensemble des continents, on est dans la stabilité jusqu'en 2100. Donc c'est ce qu'on voit. Effectivement, il y a un continent où il y a une démographie qui est galopante, qui est due à différentes raisons, mais notamment le fait qu'il y a beaucoup d'enfants par femme et le taux de fécondité reste élevé et qu'il y a beaucoup d'enfants en plus. C'est le dernier continent à avoir gardé des règles un peu traditionnelles de vie, en fait. Sans doute, tout à fait. Alors, en tout cas, là-dessus, effectivement, à faire beaucoup d'enfants en espérant qu'un enfant réussisse et nourrisse la famille, c'est le cas dans certaines parties du continent, mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit partout. Et effectivement, ça pose un vrai problème sur la table, puisqu'on a 1,3 milliard d'habitants en Afrique aujourd'hui. On en aura 2,5 milliards en 2050 selon l'ONU, 4,3 milliards en 2100, ce qui veut dire que la population va doubler dans les 30 ans à venir et va tripler à quadrupler dans les 80 ans à venir. Or, l'Afrique pourra-t-elle se nourrir avec une population aussi grande? Aura-t-elle des problèmes? Va-t-elle détruire tout son environnement? Est-elle prête à l'accepter ou pas? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Toutes leurs forêts primaires, etc. C'est un vrai sujet. C'est un sujet pour les Africains. Effectivement, tout ce qu'on peut dire, c'est que la solution traditionnelle qui était de dire, bien, la soupape de l'Afrique, c'est des flux d'immigration vers l'Europe et vers le monde entier. Je veux dire, si on passe de 1,3 milliard d'habitants à 4,3 milliards, ça ne sera pas une possibilité pour l'Afrique. Donc il faut leur dire, il faut les prévenir qu'il y a un problème, mais sans doute pas de faire d'ingérence, parce que là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas leur demander, on n'a aucune possibilité de leur demander quoi que ce soit. Donc c'est à eux d'agir, mais en connaissance de cause. On a l'impression que c'est un sujet tabou, et l'Afrique, effectivement, on peut difficilement en parler sans se faire critiquer. Un défi passionnant, c'est donc le sous-titre, en tout cas c'était de votre ouvrage, en tout cas c'était le cas pour cet entretien, je trouve. Comment réaliser la transition écologique chez Jean-Cyril Godefroy. Merci Philippe Murer. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.